Bonjour Jean-Jacques Morard et bienvenue dans B2B. Merci. Vous êtes le directeur et l'administrateur délégué de la régie immobilière d'Eura, mais peut-on encore vous appeler le chef, hein? Nous vous recevons alors que vous lancez dans une transformation du management de la société lausannoise qui fêtait l'an dernier ses 125 ans. Vous avez décidé d'adopter un modèle holacratique, hein, qui mise sur l'autonomie, la responsabilisation et qui, si on peut le résumer ainsi, abolit les chefs. Alors vous allez nous dire pourquoi ce modèle vous séduit, ce que vous en attendez. On vous entendra aussi sur les conséquences de la fin de la valeur locative, tout juste acceptée en votation populaire. Mais apparemment, auparavant, découvrons qui vous êtes. C'est la partie portrait. Jean-Jacques Morard, en préparant l'émission, j'ai appris que vous avez deux passions, je dirais à la fois différentes et proches en même temps. C'est l'équitation et la moto. Alors, elles ne carburent clairement pas au même moteur, mais peut-être qu'elles symbolisent la mobilité, la liberté, la relation à l'espace. Vous ne pensez pas? Ah, c'est tout à fait ça, oui. Un besoin de liberté, un besoin d'évasion, un peu le goût du risque aussi, puisqu'en fait, On peut chuter. l'un et l'autre provoquent parfois des chutes. Pour le cheval, une dimension très, je dirais, très émotionnelle avec l'animal. Et puis pour la moto, la découverte et la liberté de découvrir d'autres cieux. Comment est-ce que vous avez découvert l'équitation et la moto? Alors, la moto, c'était, je pense, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître à 18 ans quand on a besoin d'avoir un petit peu de liberté, avec un permis de 125. Puis après, je suis resté en augmentant progressivement le prix du jouet. Et puis l'équitation, c'était tout simplement une sortie de boîte lorsque j'avais 20 ans, lors de mon premier job. Quelle boîte, hein? C'était Furer à Vevey, l'entreprise Furer, une vieille entreprise immobilière. Et en fait, une collaboratrice a pris la décision d'organiser une sortie de boîte au manège de Neuville et pour faire une initiation à l'équitation. Et puis depuis ce jour-là, j'ai plus jamais cessé. Et au contraire, j'ai continué. C'est là que j'ai connu ma femme aussi en concours. Et Ah, puis vous avez fait juste des concours, pas juste de la pratique en amateur, mais... on a fait vraiment, on a été jusqu'au bout de la démarche. Parce qu'en fait, en plus, on a transmis le virus à notre fille, Lana, qui aujourd'hui monte toujours à cheval. Et voilà, donc en fait, c'était une vraie passion assez envahissante, qui est aussi coûteuse qu'elle est chronophage. Pourquoi envahissante? Oh, parce qu'elle prend elle prend toute la vie. C'est tous les jours. Contrairement à la moto, la moto, vous pouvez la laisser parquer au garage, elle ne demande rien. Le cheval, lui, on doit s'en occuper tous les jours. Et en fait, c'est une question de responsabilité. Et c'est un cheval que vous avez vous-même ou bien vous le partagez avec d'autres? Alors au début, c'est des chevaux qu'on partage avec d'autres parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Et puis après, progressivement, c'est des chevaux qui nous appartiennent. Et puis voilà, après, ça se multiplie. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus de chevaux avec ma femme. On a décidé d'arrêter. Par contre, on a transféré notre passion sur notre fille, y compris la partie budgétaire. Euh, le cheval, la moto, vous l'avez évoqué, il y a une prise de risque, mais il y a quand même aussi de la liberté. Pour vous, la liberté, ou je dirais plus généralement le libéralisme, c'est une valeur qui reste importante au XXIe siècle? Je pense que, en tout cas pour moi, c'est la valeur qui est la plus proche de mes valeurs. Je pense que je fonctionne comme un libéral. Si je devais faire un lien avec les partis politiques, je ne suis pas un PLR, je suis un L. Donc en fait, oui, le libéralisme est très important pour moi. Je parle de mobilité, mais dans votre travail, c'est plutôt l'immobilité ou l'immobilier qui vous caractérise. Sur le site internet de RAM, on peut lire que c'est votre père qui vous a suggéré de chercher à l'époque un apprentissage dans ce secteur. Pourquoi est-ce qu'il avait pensé à l'immobilier? À vrai dire, j'en sais rien. Il était actif dans la distribution de médicaments. Donc rien à voir, hein. Rien à voir. Nous étions locataires, donc rien à voir. Enfin, pas directement en tant que propriétaire. Ma mère était instrumentiste en chirurgie. Donc, en fait, mon père a eu cette idée. Je ne sais pas d'où elle lui est venue, mais en réalité, je pense qu'il a visé juste, puisque depuis le premier jour, le 1er mai 1984, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu ma passion. Et ça le restera jusqu'à la fin.
Qu'est-ce qui fait que c'est devenu votre passion? Parce Je ne sais pas. c'est découverte par hasard finalement, à vous On entendre. parlait d'immobilier, respectivement d'immobilisme, potentiellement, mais pour moi, c'est tout le contraire. C'est une valeur tangible, contrairement par exemple au système bancaire, des actions, des obligations, des placements de titres, tout ça, pour moi, c'est pas très tangible. Un immeuble, il est là, une maison est là, c'est quelque chose qui me passionne, ça se rénove, il y a des cycles de vie. Donc c'est tout le contraire de l'immobilisme. L'immobilier est un des actifs les plus agiles qu'on puisse trouver. Donc moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cette industrie immobilière. En plus, il y a toute la satisfaction de voir un projet à partir d'un terrain nu, et puis ensuite la construction, puis après on loue, et puis après les gens rentrent dans l'immeuble, et puis après les gens vivent, etc. Tous ces cycles, socialement aussi, en termes de responsabilité sociale, je trouve qu'on joue un rôle extrêmement important dans notre économie. Vous y êtes entré par un apprentissage. Oui. Aujourd'hui, on pousse quand même beaucoup de monde vers, alors selon le canton, le gymnase, le collège ou le lycée. Pour vous, l'apprentissage, ça reste une voie porteuse? Bah, de manière provocatrice, j'aurais presque tendance à dire que c'est la voie qu'il faut suivre. Quand je vois un peu autour de mes enfants, hein, qui ont passé aussi par la voie de l'apprentissage, mais leurs amis qui ont suivi des voies académiques, et le nombre de leurs amis qui s'ennuient et qui ne trouvent pas leur voie, Mhm. alors qu'au contraire, ceux qui ont été les collègues de travail des apprentissages de mes enfants, qui sont passionnés par leur boulot et qui lancent une carrière très progressive, certes, mais avec du sens. Pour moi, l'apprentissage, c'est la plus belle chose qu'il existe dans la formation duale dans le système suisse. Il ne faut pas mettre de côté l'académisme, mais pour autant que ça fasse du sens par rapport à une vision d'un métier à faire. Chez De Rame, il y a beaucoup d'apprentis? Il n'y a pratiquement que des apprentis. Je pense qu'on a... Alors, ah non, on forme des apprentis, oui. Oui. On en forme 3 par année. Oui. Donc, on est une entreprise formatrice et on y attache beaucoup d'importance. Qu'est-ce que vous leur dites quand ils arrivent chez vous? Vous leur transmettez un message particulier, peut-être sur le libéralisme? Non, on essaye surtout de leur inculquer l'intérêt au travail. Moi, ce qui est important pour un jeune, c'est d'avoir envie de travailler. Mhm. Donc, en fait, c'est l'intérêt du travail qu'on essaye de leur véhiculer. Et puis, bien sûr qu'ils évoluent dans un milieu assez libéral, hein, on ne va pas se le cacher. Donc, forcément, il y a une influence qui existe. Non, c'est pas un mal, non. C'est pas un gros mot, hein, libéralisme. Et c'est vrai que nos apprentis, on les accompagne et ils sont très bien formés. Et puis ce que je dois dire aussi, c'est que nos collaborateurs, nos 110 collaborateurs, la plus grande majorité sont issus d'une voie professionnelle par le biais de l'apprentissage. Il y a très peu de formation académique chez nous. C'est aussi peut-être une des valeurs de la famille De Rame. Je rappelle qu'il y a la 5e génération qui est aujourd'hui présente au conseil d'administration et toujours propriétaire. Ça fait partie de l'ADN de Rame? En tout cas, ce qui fait partie de l'ADN de Rame, c'est la simplicité, je pense. Je crois que le 3e représentant des De Rame, 3e génération, c'est M. William De Rame, qui a 103 ans cette année et qui est toujours vivant. Et lui, par exemple, il a eu aucune formation, en tout cas pas académique. Et par conséquent, je pense qu'ils sont absolument convaincus des valeurs de la pratique, de la simplicité, des métiers bien faits, etc. C'est pas une famille qui cultive un message d'élitisme. Donc, en fait, je me sens très bien dans ce monde-là, moi. C'est comme ça que j'évolue aussi. Et je pense qu'on est en parfaite adéquation entre le management de l'entreprise et les actionnaires. Alors, l'entreprise, justement, la régie De Rame, on va essayer d'en savoir davantage dans la séquence entreprise. C'est en 1899 à Lausanne qu'un certain William De Rame, le premier du nom, fonde l'entreprise qui porte encore son nom. Alors à l'époque, c'était plutôt la gestion des forêts, de terres agricoles et de vignes. Aujourd'hui, votre maison a 5 principaux métiers. Il y a évidemment la gérance immobilière ou aussi la rénovation. Quel est le plus important en termes de chiffre d'affaires? Alors clairement, c'est le métier d'origine de l'entreprise, c'est la gestion immobilière, donc la gestion d'immeubles pour le compte de tiers, qui représente 70% de notre chiffre d'affaires.
Et donc, les autres, il y a du courtage, il y a de... Donc, on a un département de courtage qui fait à la fois des reventes, mais aussi de la commercialisation de projets neufs, des promotions. Mhm. On a une toute petite cellule d'expertise immobilière qui nous apporte beaucoup de valeur ajoutée dans le cadre de l'analyse de ces projets. Et puis, on a un service de valorisation d'immeubles qui est un service de construction-rénovation qui est destiné à valoriser les immeubles que nous avons sous gestion. Et finalement, on a aussi créé, il y a 10 ans, un département de location immobilière, c'est-à-dire que nous avons découplé la location de la gestion, puisqu'en fait, c'est des skills qui sont très différents, hein, que l'on soit gestionnaire ou En quelques mots, commercial. quelles sont les différences, hein? C'est-à-dire qu'en fait, la location immobilière nécessite des compétences qui sont celles des courtiers. Donc en fait, on loue de la même manière au niveau du marketing, on loue de la même manière que l'on vend. Les gestionnaires immobiliers, c'est un peu des gérants de fortune. Ils verront plus les défauts d'un immeuble pour essayer d'y remédier que de vendre les avantages. Donc voilà, on a estimé que c'était mieux de les séparer. Et en fait, ça nous a donné raison parce que notre département de location immobilière nous a permis de faire beaucoup de croissance en termes de gestion. Est-ce que c'est l'activité qui croît le plus depuis quelques années? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit d'appel. C'est-à-dire nous remplissons à bras-le-corps des immeubles qui sont mis sur le marché. Et en fait, le fait de bien les remplir nous donne l'occasion de pouvoir les gérer aussi. Donc, nous avons fait une grosse croissance de notre volume sous gestion grâce à la location immobilière de projets neufs. Vous avez pris la direction de l'entreprise en 2014, c'était 5 ans après votre arrivée. Aujourd'hui, c'est une centaine, 110 collaborateurs, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais à votre arrivée à la direction en 2014, c'était combien de collaborateurs? Je crois me rappeler que quand nous avons fait une séparation des sociétés du groupe immobilier de RAM à cette époque, sur la volonté Une partie d'Yvon courtage a été de RAM, le cédée. courtage avait été cédé en management buyout Monsieur Cardis, à Philippe hein. Cardis et ses associés. Et puis quand j'ai repris, moi, la direction générale de RAM, on n'était plus que 65 ou 70 collaborateurs. Donc une grande progression depuis. On a fait une belle progression, ouais, mais qualitative. Mieux que quantitative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu aussi l'élément de différenciation que je mettrais de Durham sur le marché immobilier roman, en tout cas. C'est que nous avons vraiment une vision de croissance qualitative et une croissance qui est dictée par la marge et non pas par le chiffre d'affaires. Ça veut dire que chaque année a été une année bénéficiaire. Il n'y a pas d'investissement pour faire peut-être quelques pertes, le temps de se développer. Il y a toujours un soin particulier. Chaque année, on boucle dans les chiffres noirs. Exact. Ah ben oui, alors ça c'est une évidence, mais non seulement de boucler dans les chiffres noirs, mais de boucler avec des indicateurs de rentabilité qui sont excellents. De quel type de marge on a? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Vous dites ce que vous voulez. Non, je pense que pour la gérance, on doit être une exception nationale, je pense, puisqu'en fait, notre marge opérationnelle varie entre 17 et 20%. Pour une activité de gérance, c'est absolument remarquable. Alors que les autres sont plutôt autour de quoi, des 5-10? Oui, alors je pense qu'en règle générale, la gérance, c'est le parent pauvre de l'économie immobilière. Et puis si on a 5 à 10%, on en est déjà content. Comment est-ce qu'on arrive à une telle rentabilité? C'est par la sélection des mandats, de refuser des mandats mal payés, de ne pas entrer dans le jeu du dumping, ce que beaucoup d'entre nos collègues font. Il y a quand même beaucoup de gérances qui ont fait leur croissance par le dumping des conditions d'honoraires. Et ça, nous, on a refusé passablement d'appels d'offres sur lesquels nous estimions que nous allions perdre de l'argent ou péjorer notre marge opérationnelle. Donc, c'est une question de sélection. Alors, on croit moins vite que les autres, peut-être. Par contre, on garde sous la barre, on garde de quoi investir. Est-ce que ça veut dire quand même que vous avez la masse critique? Vous êtes quand même nettement plus petit, par exemple, que Nef ou Gérofinance. Il y a des défis de numérisation à relever. Il faut sans cesse investir. La taille, pour vous, c'est une taille optimale ou il faut quand même encore grandir un peu pour être assuré, continuer d'assurer la pérennité du groupe? Alors, les théories disent que s'il n'y a pas de croissance, une entreprise meurt. Donc, on va pas cacher qu'on a toujours un objectif de croissance. Il n'en demeure pas moins que c'est aussi une question d'appétit des actionnaires. Nos actionnaires sont conscients d'être propriétaires d'une société qui a 125 ans, qu'ils veulent conserver dans le patrimoine familial.
Ils ne sont pas particulièrement gourmands sur les dividendes, donc ça nous permet une capacité d'investissement importante. Et je pense que c'est vraiment les exemples récents de fusion et acquisition de sociétés immobilières nous donnent raison aujourd'hui. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des sociétés centenaires qui ont disparu à Genève alors qu'elles ont été vendues il y a 5 à 10 ans à des groupes nationaux. Donc ça, je trouve que c'est dommage. Ça, c'est casser de la valeur et nous, on préfère en créer. Et alors, vous allez changer de modèle d'organisation, en tout cas pour, je crois, une partie des activités, pas toutes. Vous allez passer, je l'évoquais en introduction, à l'holacratie, un mode de management qui supprime les hiérarchies, qui laisse les employés autonomes. Ce sera l'activité de gérance, je crois. C'est environ une soixante collaborateurs. Qui a eu cette idée? C'est vous? C'est le conseil d'administration? Comment est né ce projet? Non, l'impulsion est venue du management. Donc de vous? Alors de l'équipe de direction. Mhm. Voilà. Moi, je ne vaux rien hein, si je n'ai pas mon équipe à côté de moi. Vous êtes 5 ou 6 dans la direction? Oui, on est 5. Ouais. Donc, en fait, l'idée nous a été dictée par le fait de différents constats. Déjà, je tiens à corriger 2 choses. Ce modèle de gouvernance va être appliqué à l'ensemble de l'entreprise. D'accord. En fait, on a démarré par un premier service qui était le service plus important, qui était la gérance, mais il va y avoir une extension du modèle à l'ensemble de l'entreprise en 2026. La deuxième correction que je tiens à faire, c'est que l'holacratie, on peut l'appliquer in extenso dans sa définition, mais on peut aussi l'appliquer de manière pondérée, en tenant compte quand même de l'ADN et de la culture d'entreprise. Souvent, les sociétés holacratiques qui ont été créées récemment, ce sont des startups qui ont démarré comme ça. C'est assez facile. Vous démarrez de zéro. Chez nous, une entreprise centenaire qui appartient à des actionnaires privés, on ne peut pas tout y mettre dedans. Et donc, il faut sélectionner. Qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Vous pouvez donner un exemple? Alors, ce qu'on y met, c'est ce qui valorise les collaborateurs, principalement. Vous parliez de plus de chefs. Non, il y aura encore un tout petit peu des chefs chez Derham, mais par contre, ce sera des chefs avec une culture d'entreprise totalement différente. Ce qu'on modifie le plus, c'est la culture d'entreprise. C'est une entreprise qui deviendra beaucoup plus participative. C'est une entreprise qui communique beaucoup mieux. C'est une entreprise qui donne la chance aux collaborateurs de beaucoup mieux se développer leurs talents. Et c'est ça le principe de l'agilité, parce qu'en fait, l'holacratie, c'est l'agilité. Donc vous gardez quand même des séances de direction. Est-ce que là, il y aura des signes tangibles que le management est différent? Ah oui, il y a des signes tangibles. Déjà, l'organisation des séances, c'est un des thèmes d'ailleurs de la mise en place d'un système agile, hein, c'est de modifier la structure des séances. Les séances doivent correspondre à un besoin. Dorénavant, c'est plus des grands fourre-tout dans lesquels on discute de tout pendant des heures où tout le monde s'ennuie. C'est vraiment, ça devient des séances qui sont soit opérationnelles, soit stratégiques, qui ont un but précis, qui sont structurées différemment. Les gens participent beaucoup plus, ont l'obligation de participer. Alors, ça donne des opportunités à des collaborateurs de mieux se positionner, d'exploiter ce qu'ils aiment faire. Par contre, ça leur impose aussi un certain nombre de responsabilités. Ils ne doivent plus attendre de recevoir des ordres, ils doivent venir avec des solutions. Donc, c'est tout un modèle, pour moi, vertueux, qui consiste à répondre aussi aux attentes des nouvelles générations. Parce que là, on est en plein dans le thème. Aujourd'hui, si une entreprise ne se réforme pas dans sa culture et son modèle de management, je pense que c'est des entreprises qui ne seront plus attractives dans les 5 prochaines années par la nouvelle génération qui arrive sur le marché. C'est ça le moteur pour vous? C'est ce qui a été déclencheur, c'est de garder ou d'attirer les bons talents? C'était un des moteurs. Un des moteurs. Je pense que le moteur principal, au départ, c'était un constat que nous commencions à avoir des problèmes un peu partout. Quel type de problème? Des problèmes de répartition de la charge de travail, des problèmes d'assimilation des solutions applicatives. Je m'explique. Avant, quand on gérait des immeubles, on avait un outil de gestion immobilière et puis point. Aujourd'hui, on a impacté un certain nombre de solutions applicatives
qu'il s'agisse des portails locataires, des systèmes de onboarding, les candidatures, les systèmes de ticketing, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on a un écosystème informatique qui fait que tout le monde ne peut plus être spécialiste de tout. Donc on a fait un constat qu'il fallait une certaine spécialisation. Et puis qui dit spécialisation dit un peu le risque d'un manque d'attractivité. Donc, pour combler ce risque de manque d'attractivité des postes, il fallait donner aux collaborateurs la possibilité d'avoir d'autres rôles. Et c'est vraiment le principe de la CRACI, c'est aussi la définition des rôles. C'est que chacun peut porter les rôles qui les intéressent. Et ça, je pense que c'est absolument déterminant pour l'avenir. Donc, vous nous dites qu'en 2026, ce sera déployé dans toute l'entreprise. Ça veut dire que jusqu'à présent, sur l'activité de gérance qui a commencé, depuis combien de temps il fonctionne comme 1er ça? septembre. 1er septembre, donc c'est encore un petit peu tôt pour faire le bilan, mais vous vous êtes mis un peu une date limite et on fait le bilan. Si ça ne marche pas, on revient en arrière? Pas du tout. On ne revient jamais en arrière. Donc, au fait, on adaptera. Il y a plein de choses qui ne sont pas figées. C'est d'ailleurs aussi le principe de l'agilité, c'est de ne rien figer. Et en fait, on a mis en place un baromètre de l'évolution de l'agilité chez De RAM. Donc, en fait, on a un baromètre trimestriel qui est planifié et qui nous permettra de corriger ce qui doit être corrigé. Mais un retour en arrière, je l'exclus aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, vous reviendrez dans B2B pour nous faire le bilan de cette, Avec plaisir, de cette expérimentation tout de même. C'est assez original. On va conclure par quelques mots sur avant de passer au questionnaire de Proust, sur les conditions cadres. On enregistre cette émission très peu de temps après l'acceptation en votation populaire de la suppression de l'imposition de la valeur, donc suppression de la valeur locative qui était en place depuis tout de même 1934. C'était à l'époque une contribution de crise, mais elle est restée là longtemps. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne sont pas familiers du concept, c'est une sorte de revenu théorique que les propriétaires perçoivent, entre guillemets, parce qu'ils occupent leur logement et donc ils n'ont pas à payer un loyer. C'était un impôt très critiqué qui allait avec pas mal de déductions, d'intérêts hypothécaires, de certains frais d'entretien ou de rénovation. La Suisse était clairement coupée en deux, donc la Suisse romande très favorable maintien de ce système, et c'est la Suisse alémanique qui a fait basculer vers l'abolition. Concrètement, on a jusqu'en 2028 au plus tôt pour que ce soit en place. À quel changement vous attendez? Je pense qu'il va y avoir pas mal d'adaptations. Déjà, sur le principe de cette scission de la Suisse en deux, je pense que c'est une question culturelle. J'étais avec beaucoup de Suisses alémaniques la semaine dernière. Pour eux, ce qui est très important, c'est la notion de l'endettement. Et finalement, le maintien du système ne favorise pas le désendettement de la dette. Il encourage à garder la dette puisqu'on peut déduire les intérêts hypothécaires. Je pense que le côté germanique plaide plutôt pour un endettement limité ou raisonnable, alors qu'en fait, en Suisse romande, les latins, c'est moins important, je dirais. Donc en fait, je pense que ça a beaucoup plaidé en faveur de l'abolition. Et puis, fondamentalement aussi, je pense que les Suisses allemands sont quand même plus sensibles à cet esprit de libéralisme, c'est-à-dire de devoir payer un impôt sur un revenu fictif. Fondamentalement, je crois que ça dérange, alors qu'ici, on tient plus compte du paquet. Le problème de cette votation, c'était le paquet, c'est-à-dire les conditions assorties. Et moi, pour être tout à fait franc, j'ai voté blanc. Parce qu'en réalité, je voyais autant d'inconvénients et d'avantages des deux côtés. Donc, mais maintenant que ça a passé, à quelles conséquences on peut s'attendre? Et certains disent que les rénovations vont s'arrêter, on aura un boom jusqu'à la mise en œuvre et puis après ça s'arrêtera, ou que les cantons vont vraiment devoir réagir, en tout cas en Suisse romande, parce qu'il y a des pertes de rentrée fiscale pour eux? Il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment la compensation des pertes de rentrée fiscale. Il y a ce nouvel impôt sur les résidences secondaires maintenant que les cantons vont devoir inventer et faire passer. Ce sera probablement soumis à votation aussi. Donc il y a pas mal d'enjeux qui vont être pour combler ces 1,8 milliard dont on parle de pertes fiscales. A contrario, s'agissant des investissements, j'ai cru comprendre aussi que la loi n'interdisait pas toute déduction, mais un certain nombre de déductions qui sont vraiment du pur entretien, je dirais, courant, mais que certaines déductions seront encore possibles pour des travaux un peu plus importants. Et puis, effectivement, on s'attend quand même, à ce qu'il y ait un boom des rénovations en 2026-2027. Ça, c'est certain que les gens vont profiter. Un effet de belle, là, il faut en profiter, disons, avant le changement de système. Le phénomène, l'effet négatif de ça, c'est que s'il y a un boom de la demande, il va y avoir une augmentation des prix.
Deuxième chose, c'est que moi, je crains pas trop qu'il y ait moins d'entretien par la suite. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer dans tout ça. Et ce qu'on craignait aussi, ce serait peut-être l'appel au travail au noir qui serait induit par le fait que si on peut plus déduire, on va essayer de s'arranger avec son copain peintre. Mais franchement, si on veut rénover un bâtiment, est-ce qu'on fait forcément appel du travail au noir? Mais je pense pas. Il y a toutes les problématiques de garantie, etc. Donc moi, je crois pas. Je pense que c'est un système c'est un changement important. Il va y avoir beaucoup de mesures à prendre, de compensation par-ci, par-là, etc. Mais je pense que si on se porte à 2030, je pense que plus personne parlera de ce thème-là. Parce qu'en réalité, l'impact économique entre l'inconvénient de ne plus pouvoir déduire versus l'avantage de ne plus avoir cet impôt fictif vont se compenser l'un l'autre. Et moi, personnellement, j'estime que la pénurie de logements en Suisse est un sujet beaucoup plus sensible et beaucoup plus grave que le problème de la valeur locative. Lui, il ne sera pas résolu en 2030. C'est à craindre. Merci Jean-Jacques Morad d'être venu dans B2B. On a presque terminé, mais avant, on finit avec le questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut ? L'impatience. Quelle chanson vous motive le plus ? Pourriez-vous nous la chanter ? Alors, je ne vais pas la fredonner. Là, je pense que ce sera mon joker. Par contre, je pense que la chanson de Cat Stevens, Father and Son, résonne pour moi profondément. Quels sont les 3 objets que vous emmèneriez absolument sur une île déserte ? Je pense que ce serait un moyen d'écouter de la musique. Idéalement, je ne sais pas, Freddie Mercury. Un cigare. Puis évidemment, pour fumer un cigare, je vais devoir emmener un briquet.